En ce moment, au Japon, on est en pleine élection électorale et il y a un sujet brûlant qui est en train de dominer complètement les élections à la Chambre haute de 2025. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas les retraites, ni même les scandales politiques, c'est l'immigration. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que le Japon était un pays trop homogène pour avoir un vrai débat sérieux sur l'immigration. Mais aujourd'hui, un parti d'extrême droite, le Sanseito, joue à fond la carte de la peur de l'étranger, et ce discours commence à séduire bien au-delà de l'électorat conservateur. Alors, comment on en est arrivé là? Pourquoi l'immigration est-elle soudain devenue le cœur du débat politique japonais? Est-ce que c'est juste un feu de paille ou le début d'un vrai tournant politique? Je te propose de décortiquer tout ça ensemble. C'est parti. Alors juste avant de commencer, pour poser le décor rapidement, le Japon, comme beaucoup de pays, a deux chambres au Parlement. Il y a la chambre basse, un peu comme l'Assemblée nationale en France, et c'est là qu'on choisit le Premier ministre, et c'est elle qui a le plus de pouvoir. Et il y a la chambre haute, donc le Sénat japonais, qu'on appelle Sangihin. Donc c'est là, l'élection qui a lieu en ce moment, c'est les élections à la chambre haute. Donc c'est le Sénat japonais. Cette chambre haute, elle ne choisit pas le gouvernement, mais elle peut vérifier, ralentir, modifier les lois. Et surtout, ces élections servent souvent de test national. C'est un moment où les électeurs peuvent envoyer un message clair au parti sans forcément changer de gouvernement. Et justement, c'est dans ce contexte-là qu'un petit parti ultra conservateur, donc le Sanseito, est en train de faire vraiment un gros coup. Alors ce fameux parti Sanseito, qu'est-ce que c'est ce parti qui fait trembler tout le paysage politique japonais? Si vous ne connaissez pas encore, c'est un parti ultra conservateur, très marginal, il y a encore quelques mois, mais qui en ce moment explose dans les sondages. Le parti il est dirigé par Sohei Kamiya, qu'on voit là à l'écran, il est en noir à droite, qui a récemment gagné plusieurs sièges aux élections, 3 à la chambre basse en 2024 et 3 à l'Assemblée de Tokyo. Il promeut des idées anti-immigration, il s'oppose à la mondialisation et son slogan c'est « Japanese First », les Japonais d'abord. C'est dans la veine du America First de Trump et aussi de ce qu'avait fait, de ce que fait toujours d'ailleurs Koike avec la maire de Tokyo, avec son Tomin First. Donc Tomin, c'est To, c'est pour Tokyo, Min, c'est pour les citoyens de Tokyo d'abord. Voilà, qui avait eu beaucoup de succès puisque maintenant ça fait des années qu'elle se fait réélire à chaque fois avec grand succès à la mairie de Tokyo. Donc qu'est-ce que c'est leur programme? En gros, c'est fermeture des frontières, rejet de la mondialisation et plein de discours complotistes à la sauce anti-vaccin, anti-OGM, retour à la nature. Pour vous donner un petit exemple d'une de leurs théories complotistes, il y a une vidéo d'un de leurs candidats en 2022 qui a refait surface récemment. Et dans cette vidéo, le gars explique, mais alors très sérieusement, qu'il a vu plein de gens manger un melon de panne et mourir le lendemain. Alors, melon de panne, vous savez ce que c'est, je vais vous montrer. Melon de panne, c'est ça, c'est la sucrerie japonaise, c'est en forme de melon et c'est un pain qui est très sucré et très calorique aussi, mais voilà, qui est tout à fait classique. Et selon lui, il a vu des gens manger un melon de panne et mourir le lendemain. Et donc forcément, cette phrase, elle n'a pas été prise au sérieux par 99% de la population, elle a été tournée en dérision partout, y compris par notamment le Parti communiste japonais qui s'est pas prié pour l'utiliser pour en faire un symbole de contestation justement contre le Sanseito. Ils avaient lancé le jour de la campagne, le Parti communiste avait notamment demandé c'est quoi le meilleur melon de panne du Japon. Ils avaient reçu des milliers de réponses sur Twitter. Quelques jours plus tard, la chef du parti, donc Tamura Tomoko, elle s'était même fait offrir un melon de panne sur scène pour son anniversaire et elle en a profité pour dénoncer le racisme et les délires complotistes du Sanseito. Et donc comme vous voyez, c'est devenu un vrai symbole de contestation contre le Sanseito et aussi une contestation antiraciste. On trouve maintenant des melons de panne partout, des photos pour justement dénoncer ces idées un peu nauséabondes du Sanseito. Mais derrière la blague, il y a un fond quand même qui est un peu plus inquiétant. Sanseito, je vous l'ai dit, il est anti-immigration mais anti-étranger, mondialisation, et il va même jusqu'à accuser les aliments étrangers d'empoisonner les Japonais, y compris des
produits comme le blé qui sont en réalité présents dans la cuisine japonaise depuis des siècles, que ce soit les udon, les ramen ou même les soba. Même le premier ministre Ishiba est régulièrement pris en photo en train de manger des ramen. Et il est toujours là, hein, il n'est pas mort. Donc, Et pourtant, le discours de Sansei To, c'est bien tout ce qui vient de l'étranger est toxique, y compris la nourriture. Alors il y a bien une des membres du parti du Sansei To qui a essayé un peu de désamorcer cette polémique ridicule du melon de panne en disant que c'est quand même bon pour la santé, ce n'est pas la position officielle des partis, c'est juste un candidat qui avait dit ça plus en avant, mais donc oui, quand on parle du Sansei To, parfois ça frôle la parodie, mais c'est justement là le problème en fait. Quand tu as des idées absurdes qui deviennent virales, elles peuvent influencer même ceux qui ne les prennent pas au sérieux au départ. Et le truc, c'est que le Sansei To ne sont pas en train seulement de faire parler d'eux, ils sont arrivés jusqu'à la 2e place dans certains sondages pour ces élections. Et du coup, ça a mis un gros coup de pression aux partis traditionnels, notamment le PLD, le parti au pouvoir, qui s'attendait plutôt à une campagne un peu moins mouvementée que ça. Donc c'est pas juste un buzz ou un délire d'internet, le Sansei To gagne vraiment du terrain. Et ce qui les porte, c'est pas forcément leur programme délirant, mais c'est leur discours radical sur l'immigration qui parle à une partie grandissante de la population. Mais là où c'est un peu plus surprenant avec cette montée du Sansei To, c'est que leur électorat dépasse largement l'extrême droite classique. Dans certains sondages, on voit même des électeurs de gauche ou du centre qui déclarent vouloir voter pour eux. Alors pourquoi? Pas parce qu'ils adhèrent aux théories fumeuses du parti, mais parce que l'immigration est devenue un véritable exutoire. Quand t'as du mal à payer ton loyer à Tokyo, que t'as l'impression que les prix montent et que les emplois sont précaires et que le gouvernement t'écoute pas, c'est beaucoup plus simple de se dire c'est la faute des étrangers. C'est une mécanique qu'on connaît bien ailleurs dans le monde et là, ça y est, ça arrive aussi au Japon. Sansei To, ils surfent là-dessus clairement, ils utilisent des vidéos virales sur des Chinois qui achèteraient des terres à Hokkaido, des musulmans qui prient dans la rue ou des touristes qui se comportent mal et même si les cas sont rares ou sortis de leur contexte, eh ben ça marche. Ça crée un climat de méfiance, voire de peur, surtout chez les classes moyennes ou populaires qui se sentent déjà un peu oubliées par le système. Et même si les chiffres disent que l'immigration au Japon elle est faible et que le Japon a besoin de main-d'œuvre, c'est plus le rationnel qui parle, c'est l'émotion, c'est l'anxiété. Et là, Sansei To, ils en profitent. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que l'immigration est devenue le sujet central de cette élection ? En fait, c'est simple, c'est un point de tension qui est super facile à activer. D'un côté, le Japon fait face à une crise démographique énorme, on le répète, la population vieillit, les jeunes manquent, et il n'y a littéralement plus assez de monde pour faire tourner l'économie. Et du coup, le pays, qu'est-ce qu'il fait? Il fait devenir de plus en plus de travailleurs étrangers, surtout dans des secteurs en tension comme la restauration, la construction, les soins, la logistique, etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi une société qui n'est pas vraiment préparée à cette réalité. Le mot immigration, c'est encore tabou ici. Officiellement, les étrangers ne sont pas là pour rester, mais juste pour aider temporairement. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les visas. Au Japon, dans tous les visas pour justement toute cette main-d'œuvre qui font venir, c'est des visas qui ne sont pas renouvelables. Ce sont des visas d'1 an, 3 ans, 5 ans au maximum, et quand c'est fini, c'est pas renouvelable. Mais en pratique, ils sont quand même ici, et leur présence devient visible. Et quand on a un pays aussi homogène culturellement que le Japon, ça peut créer un décalage. On commence à voir des menus halal, des quartiers chinois qui grossissent, des touristes malpolis, et même si c'est des cas isolés, c'est un effet de loupe, ça alimente l'idée que le Japon est en train de changer, et pas toujours en bien. Et comme beaucoup de Japonais sont déjà frustrés par l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, ou encore par un sentiment de déclin général, c'est tout simple, l'immigration devient le réceptacle de toutes ces angoisses. C'est pas forcément logique, c'est pas toujours basé sur des faits, mais c'est politiquement très puissant. Et c'est pour ça, Sansei To, eux, ils l'ont très bien compris. Pendant que les partis traditionnels hésitent, temporisent, restent flous, eux, ils ont un message simple, radical et martelé en boucle. Tout ça, c'est à cause de l'immigration. Mais du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les partis traditionnels, et notamment le parti au pouvoir, le PLD, ils n'arrivent pas à contrer cette montée du Sansei To? Et là où ça devient vraiment ironique, c'est que justement, ce virage anti-immigration vient de la droite japonaise elle-même. Le parti libéral-démocrate, donc le PLD, le parti actuellement au pouvoir, c'est un parti conservateur, oui, mais c'est aussi ce même PLD qui, sous Shinzo Abe, avait ouvert les portes du Japon. C'est lui qui avait installé
pour les travailleurs étrangers des programmes techniques pour combler la pénurie de main-d'œuvre, et c'est aussi lui qui avait appelé un tourisme de masse avec des visas facilités et puis l'objectif des 40 millions de visiteurs par an. Et c'est pour ça qu'en fait, la droite japonaise avait clairement misé sur l'immigration économique, mais sans vouloir vraiment l'assumer politiquement. Et c'est maintenant que ça commence à provoquer des tensions sur le terrain, parce que c'est une autre droite plus radicale, comme le Sanseito, qui récupère l'affaire en criant « Regardez, maintenant, c'est ce que le PLD a laissé faire. Regardez, Abe, Kishida, Ishiba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les portes du Japon, et maintenant, c'est devenu n'importe quoi. » Donc on se retrouve d'un côté avec le PLD qui a besoin de ces étrangers pour faire tourner le pays, mais de l'autre, il se fait attaquer pour les avoir laissés rentrer et il ne sait plus trop sur quel pied danser. Et le résultat, c'est que le sujet de l'immigration a été laissé en friche et le Sanseito s'est engouffré dans la brèche. Et pour comprendre pourquoi le Sanseito arrive à capter autant d'électeurs, il faut regarder aussi ce qui se passe dans le camp conservateur lui-même. Et spoiler, ça va pas fort. Le Premier ministre actuel, Shigeru Ishiba, qui est un vétéran du PLD, il est très mal vu par la droite dure. Pourquoi? Parce qu'il incarne une ligne un peu plus modérée, plus soft power, très éloignée du nationalisme assumé de Shinzo Abe. Il a même osé dire que certaines coutumes japonaises ou que la langue pouvait être fastidieuse pour les étrangers, et ça a été super mal pris dans les cercles conservateurs. Et du coup, il y a une grande partie de l'électorat traditionnel du PLD, notamment les plus conservateurs, qui se sentent trahis. Pour eux, depuis la mort d'Abe, le parti est devenu trop centriste, trop tiède et trop soucieux de son image à l'international. Et pendant que le PLD essaye de ménager tout le monde, le Sanseito, lui, il arrive, il fonce dans le tas avec un discours clair, brut et clivant, et du coup, forcément, ça plaît à tous ceux qui veulent en finir avec le politiquement correct. Ce glissement, c'est pas propre au Japon, on l'a vu ailleurs dans le monde, une droite classique qui perd sa base au profit de mouvements plus radicaux parce qu'elle ne parle plus leur langage. Et tant que le PLD n'arrivera pas à réconcilier ces différentes sensibilités internes, forcément, il laissera la porte grande ouverte à des partis plus extrêmes et plus radicales comme le Sanseito. Et cette réconciliation, elle est mal partie parce que même s'il reste encore plus de 2 ans de mandat donc au Premier ministre Shigeru Ishiba, la bataille pour sa succession au sein du PLD, elle est déjà bien engagée. D'un côté, on a sur la gauche Koizumi Shinjiro, le fils de l'ancien Premier ministre, qui est soutenu par les centristes et le ministère des Finances, et puis de l'autre côté à droite, même à l'extrême droite, on a Takaichi Sanae qui, elle, est appuyée par les conservateurs nationalistes et l'extrême droite. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la fragmentation de la droite japonaise actuelle, ça pousse Takaichi encore plus à droite, tandis que Koizumi, lui, il essaye de rester en équilibre entre les centristes et la droite dure de son parti. Donc si jamais le PLD voudrait récupérer ses électeurs qui sont un peu plus à droite, ce serait Takaichi Sanae qui deviendrait la première femme chef du gouvernement au Japon, mais ce serait aussi la dirigeante la plus à droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Après, reste à voir jusqu'où elle ira pour séduire le Sanseito et tenir cette droite qui est de plus en plus radicalisée. Et là, il y a une question qui est intéressante. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on assiste à une vraie montée durable du populisme au Japon ? Ou alors est-ce que c'est juste un coup de colère passager qui sert de vote contestataire? Et quand on regarde les avis des observateurs politiques, il y a clairement 2 idées qui s'affrontent. Il y a beaucoup d'observateurs qui relativisent, parce que le Japon n'a pas du tout les mêmes ingrédients que les États-Unis ou le Royaume-Uni, par exemple, pour des mouvements populistes comme MAGA ou Brexit qui ont cartonné là-bas. Pourquoi? Parce que au Japon, il n'y a pas de vague massive de migrants illégaux, ça n'existe pas au Japon. Il n'y a pas de crise sécuritaire majeure non plus, et il n'y a pas de pénurie de logements généralisée non plus. Et au contraire, quand on regarde les faits, les étrangers sont souvent indispensables, que ce soit pour bosser dans les combini, conduire les camions ou s'occuper des personnes âgées. J'avais déjà fait des posts pour donner quelques chiffres. Si on regarde par exemple les maisons de retraite comme celle de Kadoma à Osaka, 25 des 46 aides-soignants de l'établissement sont étrangers. Et la situation, elle est encore pire dans les services de soins à domicile parce qu'il faut une qualification pour travailler. Donc tous les étrangers ne peuvent pas forcément y travailler, ce qui rend le recrutement très difficile et le ratio offre-demande est de 14 pour 1. 14 pour 1. C'est énorme, ils n'arrivent pas à trouver du monde. Et avec le vieillissement de la population, ça va que s'aggraver, forcément. Et donc si on prend cette lecture, c'est-à-dire que ce qui ne se base pas sur les faits, mais en fait le vrai moteur du Sanseito, ce serait juste un ras-le-bol momentané. Comme le PLD, le parti au pouvoir, il est usé, les partis centristes, ils peinent à convaincre, donc les électeurs envoient un signal avec un vote protestataire, mais il n'y a pas d'adhésion profonde aux idées du parti.
Dans ce cas-là, le Sanseito, il pourrait très bien retomber aussi vite qu'il est monté, dès qu'il faudra parler de programme, d'économie, de diplomatie, et pas faire peur avec des slogans, forcément, il y aura plus personne derrière. Mais il y a aussi un autre point de vue, qui pense que c'est peut-être plus sérieux qu'un vote contestataire. Là, on a un autre point de vue donc très intéressant, celui de Michael Kusek, j'espère que je prononce bien. C'est un spécialiste de la politique japonaise qui observe le pays depuis des décennies, donc qui est vraiment calé. Et lui, il reconnaît que pendant 20 ans, il pensait que le Japon était imperméable au populisme, parce que trop homogène, trop rationnel et pas assez paranoïaque envers les étrangers. Donc il y avait quand même des tensions ponctuelles, ça de toute façon ça existe toujours. Les Kurdes à Saitama, les Brésiliens à Shizuoka, les Coréens à Ainichi à Osaka ou encore les marins russes à Hokkaido, mais il n'y avait pas de rejet global des étrangers. Mais selon lui, là, avec cette élection et la montée du Sanseito, cette barrière elle vient de tomber. Lui il pointe du doigt la montée du Sanseito, mais aussi celle des anti-NHK et d'une partie de la droite conservatrice qui ont commencé tous à importer les codes du populisme occidental, des slogans simplistes, des théories du complot et un nationalisme très agressif. Parfois, on a des militants qui traduisent littéralement avec Google Translate les récits et les fantasmes de l'extrême droite anglophone pour les adapter au contexte japonais. Donc pour Michael Kusek, lui, il dit clairement que ces discours sont en train de se normaliser, que les médias japonais ont mis beaucoup trop de temps à réagir. C'est vrai que maintenant, ils commencent un peu à réagir et à sortir des debunks sur le Sanseito, mais ils ont mis du temps à réagir. Et le plus inquiétant, selon lui, c'est que cette idéologie trouve un écho chez les publics fragilisés, moins éduqués et mal informés, qui n'ont pas forcément accès à une presse de qualité. Donc du coup, pour résumer, on a deux visions qui s'opposent. D'un côté, on a l'idée que Sanseito, c'est juste une colère passagère, un vote coup de poing sans lendemain, et de l'autre, la thèse que le Japon entre vraiment dans l'ère du populisme avec tous les dangers que ça implique. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que malheureusement, les deux peuvent être possibles en même temps. Parce que même si c'est un feu de paille, ça peut quand même faire des dégâts. Et même si le Sanseito ne dure pas, ça y est, il a déjà changé le débat. Il banalise certains discours, il oblige certains autres partis à se repositionner. On l'a vu, avec le parti anti-NHK, là qu'on voit sur la photo avec son leader, Tachibana, qui se fait appeler le Trump japonais, qui a dit pendant son discours de campagne, je cite, c'est effrayant lorsque les groupes de noirs ou de personnes d'origine islamique sont rassemblés devant la gare. En vertu des lois actuelles, nous ne pouvons pas réglementer ça et nous ne pouvons donc pas leur dire d'aller ailleurs ou de partir d'ici. Et ça a des influences aussi directement sur le gouvernement japonais, puisqu'il n'y a qu'à voir les annonces récentes, la création d'une tour de contrôle contre les crimes des étrangers, l'interdiction d'entrée pour les touristes ayant des factures médicales impayées, ou encore carrément la suppression du duty-free au Japon. Donc on sent bien que même s'il n'y a pas encore de victoire électorale majeure, Sanseito il influence déjà le débat politique. Et le risque c'est que ça fasse baisser le niveau du débat, que ça pousse les médias à relayer des propos nauséabonds au nom de l'équilibre et que les vrais problèmes, ils passent à la trappe. Parce que oui, l'immigration pose des questions sur l'intégration, sur la cohésion sociale, sur l'équité. Mais si la seule réponse qu'on propose, c'est la peur et le rejet, on n'avancera pas. Et surtout, on fragilise la démocratie, en habituant les électeurs à des discours simplistes, voire toxiques comme le Sanseito, au lieu de proposer des solutions concrètes. Et donc l'immigration, aujourd'hui, elle est au cœur du débat, à tort ou à raison, parce que on le voit très bien dans les sondages, ce n'est pas la première préoccupation des Japonais, mais c'est devenu le thème central de l'élection. Tant que cette question ne semble pas réglée, il n'y a rien d'autre qui compte politiquement. Et donc ce qui est en train de se passer au Japon, c'est peut-être pas encore une révolution politique, mais c'est clairement un signal fort, celui d'un pays qui doute, qui se cherche, et où certains commencent à désigner des boucs émissaires plutôt que d'affronter les vraies causes du malaise. L'immigration mérite d'être débattue, oui, mais elle ne mérite pas d'être instrumentalisée. Et si Sanseito monte, c'est aussi parce que les partis traditionnels ont laissé un vide.